Bonjour, bonsoir à vous tous et c'est l'heure de l'émission Le Monde en 7. Le principe, il est connu, on revient sur quelques principaux sujets de l'actualité de la semaine, les sujets marquants sur lesquels nous refaisons le débat. On va parler pour ce jour du Tchad. Human Rights Watch dénonce des arrestations abusives et des menaces visant l'opposition. Nous parlerons également du Burkina Faso. Le pays a signé un accord avec la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire. On ira du côté du Sénégal. Bonne nouvelle pour l'opposant Ousmane Sonko. Un juge vient d'annuler donc sa radiation sur la liste électorale. Le Niger, le Tchad accepte finalement le transit des troupes françaises par son territoire. Les troupes qui ont été chassées de Niamey. Puis nous parlerons du Togo, la plateforme industrielle d'Aditi Copé qui exporte les premiers textiles vers les États-Unis. Deux invités sur le plateau avec moi pour faire ce débat. Il y a d'abord Francisco Napokura. Francisco Napokura est directeur de publication de Tampa Express. Bonsoir Francisco. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir aux téléspectateurs de la New World TV. Merci d'accepter l'invitation. Face à vous, un ami de longue date que je n'ai plus reçu depuis plusieurs années. Toujours un plaisir de l'écouter. Paul Amegakpo, président de l'Institut Tamberma pour la gouvernance, ITG. Paul Amegakpo, bonjour. Bonjour Monsieur Niaoui, c'est un plaisir d'être reçu une fois encore sur ce plateau. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Plaisir partagé. On va passer donc tout de suite au Tchad pour le premier sujet, l'arrestation de dizaines d'opposants et leur détention en dehors des délais légaux, ainsi que les menaces d'interpeller leurs leaders s'apparentent à une tentative du pouvoir militaire de limiter la dissidence politique à 2 mois d'un référendum constitutionnel. C'est Human Rights Watch qui déplore cela le 8 octobre dernier. Des dizaines de militants du Parti des transformateurs, le parti de succès Masra, ils ont été arrêtés à N'Djamena, la capitale, et 72 autres maintenus en détention 5 jours après, sans accès à un avocat, selon donc cette ONG qui dénonce ce climat qui règne dans le pays à 2 mois d'un référendum constitutionnel. Le Tchad, on le sait, vit une transition depuis la mort de l'ancien président Idriss Déby. Le pays est dirigé par une transition militaire qui est censée le porter vers des élections dans quelques mois. Paul Ameganko, en tant qu'observateur de la situation politique sur le continent. D'abord, cette situation aujourd'hui, ce climat qui règne, ces arrestations d'opposants, est-ce qu'on est obligé de faire le rapprochement avec le référendum qui doit se tenir dans 2 mois? Oui, disons que depuis le décès du président Idriss Déby, nous assistons à un marché de dupes, essentiellement animé par les autorités qui ont succédé au président Idriss Déby. Oui. Il est important de rappeler ici que la succession du feu Idriss Déby ne s'est pas faite dans des conditions normales. En principe, la constitution tchadienne a prévu qu'en cas de vacance de pouvoir, donc par décès ou par autre mécanisme, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devrait assurer une transition devant conduire à des élections démocratiques pour pouvoir au poste du président de la République. Et donc, contrairement à cette disposition constitutionnelle, nous avions assisté d'abord à une démission normalement forcée du président de l'Assemblée nationale, puis l'investiture du général Idriss Déby, donc fils, par une équipe de 15 officiers supérieurs de l'armée. Et donc, en démocratie, c'est une atteinte grave au principe de souveraineté qui voudrait que le peuple ait le dernier mot. Parfois, nous essayons de faire une sorte de caricature, mais qui n'est pas grossière, en disant que si Dieu nous laissait, en tant qu'humains, créés à son image, la possibilité de changer la nuit en jour et le jour en nuit, de faire venir le soleil en minuit, je pense que la terre ne serait pas vivable. C'est la même chose pour les constitutions de nos pays, qui sont adoptées par le peuple.
Le peuple est le représentant, est l'âme de Dieu, est une manifestation de Dieu lorsque sa volonté se manifeste collectivement. Et donc au Tchad, effectivement, il y a eu une transgression grossière de la volonté du peuple manifestée dans la Constitution. Et donc, c'est actuellement une succession de supercheries que nous constatons. Parce que par après, il y a eu un engagement de 18 mois de transition. Puis, à l'approche des 18 mois, il y a un dialogue dit inclusif où les partenaires internationaux et nationaux étaient bernés. À l'issue de ce dialogue, qui a été même exporté par ailleurs dans les Émirats, on a remarqué que le but final, c'était pour permettre deux choses. D'abord, au fils d'Idriss Déby de pouvoir avoir une rallonge de sa transition pour 2 ans supplémentaires. Et deuxième chose, la possibilité qu'il soit candidat à sa succession. Ça veut dire que nous sommes passés d'un dilatoire, tournant autour du pot vers un seul objectif que le clan Déby connaît. C'est de faire en sorte que le pouvoir soit conservé dans les mains du clan Idriss Déby. Et c'est ce à quoi nous assistons. Donc l'opposant Succès Masra, qui n'est pas le premier opposant, mais qui s'est montré plus ferme en défendant les principes démocratiques et aussi en faisant écho des expressions multiples du peuple souverain tchadien, est dans la ligne de mire des autorités. Et nous avons su dans quelles conditions il a fui le pays. Il y a eu plusieurs massacres de détention. On a assisté à une simulacre de justice expéditive qui avait condamné plus d'un demi-million. D'un demi-millier plutôt, excusez-moi, d'activistes qu'on a graciés après tout pour avoir une certaine faveur. Donc il y a une supercherie, comme je le dis, qui tourne autour de la crise politique au Tchad, une supercherie nauséabonde qui en réalité ne conduirait pas à une finalité glorieuse pour ce peuple qui a tant souffert. Francisco, comment comprendre aujourd'hui quand même ce durcissement de la part du pouvoir des Déby? Je pense que Paul Amegakpo le rappelait, il y a eu plusieurs arrestations à la suite de la manifestation d'il y a 1 an. Mais après, on a vu des dizaines de libérations. On s'est dit que le pouvoir assouplit sa position. Mais ces nouvelles arrestations, comment on l'explique? Non, le système souffre le froid et le chaud. C'est comme d'habitude dans toutes nos démocraties africaines où les gens cherchent à s'incruster au pouvoir, des dynasties, c'est-à-dire que la passation de grade du pouvoir de père en fils. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure, qui évoquait l'affaire des élections référendaires qui s'approchent. C'est bien que le clan Déby, qui n'est-ce pas, a confisqué le pouvoir et qui veut se maintenir, va tout faire pour que son oui passe. Donc ça, c'est un premier enjeu. Et le second, c'est que il y a, disons, l'opposant Masra qui a annoncé son retour pour le 18 octobre. Pour le 18 octobre au pays. Et vous avez vu que dans la foulée, il y a un mandat d'arrêt international qui a été délivré contre lui. Et aussi, donc, quand on voit bientôt le 18 octobre, je pense, l'anniversaire de la répression de 2022, donc le pouvoir... Est-ce que ce n'est pas aussi ce que le pouvoir essaie de prévenir? Il y a tout ça, il y a tous ces éléments, parce qu'on ne peut plus prendre un élément isolement. Donc, c'est tout ça qui fait que ils ont peur, non seulement ils ont peur, ils ont envie, disons, d'étouffer tout. Puisque même des opposants ou des activistes sont arrêtés, même au moment des footings au sport. Et, bon, donc les gens sont intimidés partout, dans tous les coins de rue. Donc c'est pour empêcher vraiment l'opposition de reprendre véritablement forme. Et ils ont la caution de l'Élysée. Et il a dit tout à l'heure comment la transition s'est passée. Il y a une légitimation qui a été faite par... Le président Emmanuel Macron, qui est venu lui-même à N'Djamena introniser, sinon participer à l'intronisation de Déby fils.
Donc, ils ont la carte libre, ils ont un chèque en blanc qu'ils déroulent. Donc, voilà, ils vont continuer par marcher sur les gens, disons, écraser tout ce qui est contestation. Donc, dans le seul but que Déby fils puisse n'est-ce pas, rester encore longtemps au pouvoir. Puisqu'on parle de transition ici, personne ne parle plus de délai, de transition. Donc, il fera un mandat après, comment vous l'appelez, après le référendum et les élections, certainement, qu'on va encore lui dérouler le tapis rouge pour qu'il continue dans l'œuvre de son père. Alors ici, est-ce qu'il est possible aujourd'hui que le pouvoir soit en train de se dire le 18 octobre, succès Masra qui revient au pays. On sait il y a un an la situation très tendue, qu'il y a eu des dizaines de morts. On ne veut plus revivre cela, donc on prend les mesures préventives. Oui, nous pensons que ce n'est pas une question de personnalité, parce que remettre Succès Masra devant la scène comme si son arrivée ou non est la cause de l'instabilité, oui, ce n'est pas anodin, mais bon, il est un leader politique. Et en démocratie, nous savons que les leaders politiques émergent d'une volonté populaire. Je pourrais l'être demain, vous pourrez l'être, et donc tout le monde pourrait être promu leader politique par la seule volonté de Dieu. Et je dis de Dieu, du peuple. Là. J'appelle beaucoup Dieu ce matin. J'espère qu'il nous exauce. Et donc, il y a eu un péché originel au niveau du Tchad qui a consisté à ne pas respecter les règles de la succession. Et donc, cela va épouvanter, je pense, le régime tchadien pour encore longtemps. À moins que ce régime accepte de revenir sur les bases fondamentale en faisant en sorte que, en réalité, les élections s'organisent dans des conditions où le pluralisme politique soit respecté et au mieux que Idriss Déby, donc fils, ne soit pas candidat à sa propre succession, parce que là, quels que soient les cas de figure, lorsqu'il est candidat et qu'il serait élu, bien élu ou mal élu, nous pensons que le péché originel va le suivre. C'est-à-dire que sa légitimité serait déjà entachée. Et donc, la démocratie devrait être comprise par tout le monde. C'est le régime le moins mauvais. Et ce régime a l'avantage d'avoir des règles claires. C'est un régime qui exclut expressément l'anarchie. Et donc, il suffit juste de faire recours aux tests fondamentaux et aux pratiques normales dans une république que la solution pour sortir le Tchad de la crise serait trouvée. Maintenant, nous savons que les enjeux au niveau du Tchad ne se limitent pas seulement aux seuls acteurs tchadiens ou à la société tchadienne. Il y a des mains extérieures qui tirent sur la ficelle. Et nous avons cité ici la France. Je pense que la France est également complice de ce péché originel. Elle en paie déjà le prix dans d'autres sociétés africaines où son image est sérieusement écorchée aujourd'hui à raison du fait que la France est quelque chose qu'elle ne promeut pas ailleurs. La France est une démocratie. Mais la France refuse de promouvoir la démocratie, surtout dans les colonies africaines. Et nous, ça fâche. Dans la mesure où on avait appris au moment de la colonisation que la politique française est une politique d'assimilation. On essaye d'assimiler les colonies à ce qu'elles soient une extension de la France. Et donc, en principe, pour que les colonies restent une extension légitime de la France, il faudrait que les valeurs et les principes démocratiques inspirés des philosophes et des grands penseurs des années-lumière en France et ailleurs puissent être acceptés et implémentés dans nos pays. Si on ne réussit pas à le faire, je pense que nous rentrons dans des crises à dimension multiple, politiques, économiques, même culturelles, à un moment donné dans notre relation, quand je dis notre relation des peuples africains avec la France. Mais ce qui est quand même assez curieux, c'est que la situation, ce qui se produit actuellement en France, ce qu'on peut appeler le musellement de l'opposition, ne semble pas trop émouvoir la communauté internationale, qui plus est la France, qui était venue adouber le régime militaire.
Oui, il a dit déjà beaucoup de choses. Et puisque c'est comme ça on veut que l'Afrique soit. L'Union africaine, d'ailleurs, ne semble pas très, très intéressée. L'Union africaine, A réagi. c'est un bébé de... Non, le président de la commission a quand Il est même tchadien, réagi. Il est ouais. tchadien, mais il avait réagi au départ. Il a été berné parce qu'il y a un faisceau sérieux de diplomates, français surtout, qui ont pu faire croire que réellement ça devrait être une transition. Oui. Il ne faut pas semer la panique, il faut rassurer. Puis après, on va aller vers la démocratie. Mais lorsqu'il a compris lui-même, Fakir, que réellement ce marché de dupes dont j'ai parlé tout de suite et de supercherie est un marché qui va encore créer les conditions d'une dictature encore surannée, 30 ans peut-être de plus que ce que Idriss Déby avait fait. Il a pris position finalement. Il est presque une persona non grata dans son propre pays actuellement. Non, est-ce que il s'est repris? Non, ben, on lui a dit, garçon, calme-toi peut-être, parce que ce qui se joue, les enjeux, vous voyez aujourd'hui, quand nous prenons le Tchad aujourd'hui, par exemple, en temps, c'était les rebelles de la Centrafrique qui ont retrouvé refuge, même jusqu'à N'Djamena, c'est tout dernièrement que leur patron a dû quitter. Il y a beaucoup d'enjeux. Vous savez, les bases militaires de la France. Il y a une base au Tchad et également tout ce qui se fait comme mission des Nations Unies, tous les réfugiés du Soudan, beaucoup c'est là-bas, depuis Abéché et autres. Donc aujourd'hui, le Tchad représente un enjeu très stratégique, tout comme par le passé. Il vous souvient quand même, Idriss Déby même a failli être renversé par les rebelles qui venaient. Ouais, il a fallu que la France dépêche une flotte aérienne pour sauver son pouvoir. Pour sauver le vieux Déby. Donc, il y a beaucoup de choses. Quand nous remontons aussi en arrière vers les guerres, que même l'arrivée de Déby père au pouvoir, c'est toujours avec le soutien de la France. Donc, ils ne seront pas lâchés tôt, encore que c'est peut-être la plus grande base militaire encore française sur le sol africain. Donc, on doit toujours continuer d'amadouer le peuple, mais c'est sans compter sur la détermination des populations. Et c'est pourquoi également l'Occident n'a pas intérêt à arranger, disons, une arrivée des opposants qui sont loin de pouvoir conserver ces intérêts occultes entre l'Occident et l'Afrique. Vous avez raison. Oui, moi qui ai fait un sur peu... lequel je voulais revenir, parce que là on voit aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, Paris, les troupes françaises qui quittent Paris, qui vont transiter par le Tchad. On sait que la France a une grande base militaire au Tchad, donc ça reste quand même l'un des pays du continent que l'Occident, la France notamment, va essayer coûte que coûte de maintenir sous son giron. Oui, absolument. Lorsqu'on voit la région centrale en général, j'ai fait la République centrafricaine et bon, j'en sais un peu sur comment cette zone importante de l'Afrique est aussi instable. Instable surtout par le non-respect des principes démocratiques. Lorsque vous prenez l'ensemble des pays de la région centrale, il n'y a pas un seul qui soit considéré comme un pays démocratique où il y a l'alternance démocratique au pouvoir, les libertés fondamentales, individuelles et collectives promues. Et donc, le Tchad n'en fait pas exception. On s'amusait même parfois à dire que en Afrique centrale, la France est en train de couver des œufs pourris. Et je pense que ce n'est pas trop dire. C'est-à-dire que la France est en train de protéger un précaré qui n'est plus viable. Parce que tout simplement, tous ces pays comprennent le Cameroun, comprennent le Gabon, la Centrafrique, le Tchad et autres. On a l'impression effectivement que ce sont des pays où la vie politique est assez essoufflée et que la dynamique économique et sociale est également en berne. Et donc, il y a
pas de perspective sérieuse. Et donc la France est en train de couver des œufs très pourris en Afrique centrale. L'Afrique de l'Ouest a pris conscience qu'entre autres enjeux, il faut quand même signifier à la France que sa politique en Afrique n'est pas la bonne et nous sommes pour cette position, même si effectivement il faut faire un rapprochement direct. Nous sommes pour le coup d'État, hein, quelle que soit sa forme, parce que le Tchad, effectivement, ça a été un coup d'État constitutionnel et même militaire. Hein. C'est un coup d'État mixte, constitutionnel et militaire, qui avait été opéré donc, au lendemain de la mort d'Idriss Déby le 20 avril 2021. Et donc, les coups d'État également en Afrique de l'Ouest, où le sentiment anti-français servit comme, disons, l'alibi essentiel pour justifier les coups, ne sont pas non plus fondés. Parce que la démocratie permet justement d'affronter les enjeux multiples. Et nous savons qu'en Afrique, nous avons des enjeux multiples, à la fois politiques, donc c'est ce que nous évoquons plus, mais aussi économiques, sociales, culturelles. En fait, bref, une dignité africaine qu'il faut promouvoir. Et nous ne pouvons le faire que dans un cadre inclusif, stable, où le peuple a réellement la voix au chapitre, peut s'exprimer, peut sanctionner, les dirigeants peuvent les interpeller, que les groupes de pression comme les médias, la société civile peuvent s'exprimer librement. Je m'amuse parfois à dire, hein, lorsque nous écoutons les Claudicia et l'autre qui fait... Gomez. Alain Foucault, notamment, je me dis oui, mais c'est très beau la manière dont vous vous exprimez librement contre la politique française en Afrique et tout, mais si vous étiez en Afrique, votre emploi est tombé à l'eau ou à feu, je ne sais pas, mais bon, de toutes les manières, vous n'aurez pas le lendemain. C'est là l'avantage de la démocratie. Et donc, au-delà de récriminer ou de contester, nous devons garder à l'esprit que la démocratie est une valeur universelle que nous devons apprendre, comprendre et faire appliquer. Et le Tchad, je pense aujourd'hui en Afrique, est un baromètre, hein, de cette situation où il faut siffler la fin de la récréation pour que le péché originel qui suit actuellement le Idriss Déby fils, que ce péché soit lavé. On passe au second sujet. Nous sommes du côté du Burkina Faso. La Russie a annoncé, c'était le vendredi 13 octobre, avoir signé des accords avec le Mali et le Burkina Faso dans le but de développer le secteur nucléaire civil dans ces pays. Ces accords ont été finalisés à l'occasion de la semaine russe de l'énergie qui se tenait à Moscou. Le gouvernement du Burkina Faso a signé un mémorandum d'entente pour la construction d'une centrale nucléaire. Ouagadougou a confirmé l'information dans un communiqué. La construction de cette centrale a pour objectif de couvrir les besoins énergétiques des populations. Il faut noter que selon les données de la Banque mondiale, seulement 22,5% des Burkinabés ont accès à l'électricité, donc une couverture énergétique très très faible que les autorités de la transition auxquelles les autorités tentent de remédier. Francisco Napokura, énergie nucléaire dans un pays où le bien le plus abondant est le soleil. Il y a un débat aujourd'hui sur le nucléaire en Occident. Il y a des centrales qui sont en train d'être fermées. Est-ce que cette option vous paraît être la bonne? Cher Samuel, vous touchez un domaine très intéressant que j'étais en train de prospecter. Hein. Et puis, j'ai eu quand même cette occasion, il y a environ un mois, d'échanger avec un Togolais de la diaspora qui était en vacances au Togo sur pourquoi nos pays ne peuvent pas se doter de cette énergie nucléaire qui est presque bon marché. Parce que vous avez évoqué tout à l'heure le soleil, il n'y a pas, disons, une partie du globe en tant que tel qui est totalement couverte avec l'énergie solaire. Parce que l'énergie solaire a des implications. Il y a les panneaux solaires, de toutes les façons, nous ne les fabriquons pas. Les panneaux solaires ont une certaine durée de vie. 25 ans minimum. Il y a les accumulateurs qui sont un problème, les batteries, parce que vous allez avoir... Ça, c'est un casse-tête. Voilà, vous allez avoir... J'en connais un rayon parce que c'est ce que j'utilise. Voilà, vous allez en avoir le jour, mais la nuit, c'est difficile. Et puis, il y a les problèmes de poussière. Parce que chez nous, vous installez panneaux solaires, la poussière, tout donc, problème d'entretien et Maus, quand bien même, selon les experts, c'est un domaine rentable que, bon, après 3-4 ans d'installation, comme ce qui s'est fait, par exemple, au Togo, ici, vers Blita, et disons, l'investisseur a déjà
son argent. Donc le reste, donc si vous lui faites une concession sur 25 ans et 20 ans, c'est que le reste, c'est du bénéfice bleu. Donc maintenant, nous avons des fleuves, des rivières comme le lac Tanganyika ou quelque chose dans la RDC. Quand on était, je crois, au collège, nos enseignants nous disaient que juste un fleuve de la RDC pouvait fournir de l'électricité à toute l'Afrique. Mais personne n'a jamais tenté ça. Mais encore que c'est une énergie qui est à moindre coût. Mais il faut simplement le transporter. Maintenant, quand on revient sur l'affaire nucléaire, mais vous savez, quand nous prenons l'uranium qu'on exploite chez nos amis nigériens depuis des années, qu'on prend pour alimenter les centrales en Europe, en Occident, mais pourquoi ne pas l'essayer chez nous? Si le gaz que nous disposons ne peut pas en faire, disons, de l'énergie. On a fait l'exemple au Togo. Normalement, le contour global au Togo devait être, disons, nourri par le gaz venu du Nigeria, puisqu'on a construit un gazoduc du Nigeria au Togo. Donc, voilà. Donc, si on peut aller vers l'énergie nucléaire, c'est-à-dire civile, ce serait une bonne chose parce que semble-t-il que c'est à moindre coût, mais ça demande beaucoup de choses. Heureusement, je pense que le Burkina a trouvé le moyen de contourner l'AIEA parce qu'il faut une autorisation de l'AIEA. C'est aussi un handicap pour nos pays pendant des années de ne pas avoir ça. Mais quand on passe par la Russie, on contourne à peu près, disons, l'AIEA. Cela demande, disons, au départ, beaucoup d'investissements et beaucoup de main-d'œuvre. Parce qu'il faut former beaucoup de personnel et autres. Donc, comme je vous ai dit, c'est un sujet qui nous intéressait depuis et on l'a abordé. L'expert nous a dit qu'il faut vraiment former et ça va demander beaucoup de main-d'œuvre extérieure, surtout s'il s'agit des centrales Maus comme ce qui se fait donc, et que même selon nos échanges, l'Occident même est en train de penser au mini centrale pour que ça puisse être facilement déployé vers les pays africains. Donc vraiment, c'est un bon coup. Si le régime n'arrive pas, burkinabé, donc Ibrahim Traoré et ses amis n'arrivent pas à résoudre totalement le problème sécuritaire, ce n'est pas aussi de leur faute, puisque l'aménagement, tous ont essayé, ça n'a pas marché. Donc ça veut dire que ce n'est pas un petit problème. Mais s'ils peuvent aussi donner la lumière au peuple du Faso, et aussi, peut-être ça peut arriver chez nous, dans nos pays, ce ne serait qu'une bonne chose. Le nucléaire, c'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai qu'il y a le nucléaire civil, mais on a vu tout ce que ça a créé dans d'autres pays. Fukushima n'est pas loin de ça. Tchernobyl, qui continue même d'ailleurs pas faire des dégâts aujourd'hui. Est-ce que cette idée d'une centrale nucléaire, bien sûr à vocation civile, pour offrir de l'électricité aux populations ici en Afrique, vous semble bonne? Non, je vais être direct, un peu comme j'ai l'habitude de l'être souvent. Nous devons dire la vérité à nos peuples. La vérité, c'est qu'il y a deux éléments à prendre en considération. D'abord, la légitimité de cette volonté politique, de doter son peuple d'énergie, parce que n'avoir que moins d'un quart de sa population qui a accès à l'énergie au XXIe siècle, c'est à la limite honteux. Ce n'est pas appréciable. Et donc, développer de stratégies collaboratives et autres politiques publiques pour renforcer la capacité énergétique de son pays est tout à fait légitime. Cette légitimité ne souffre d'aucun doute. Là où le bas blesse, et c'est là où se situe la deuxième vérité, c'est que le Burkina n'est pas prêt, sous une transition comme celle que nous avons, avec les réalités du pays, le PIB du pays, les ressources
humaines que dispose le pays, les ressources financières que dispose le pays, les besoins immédiats en termes d'industrialisation pour consommer l'énergie et revenir sur investissement. Même si vous avez dit que le coût est relativement faible, le coût est quand même important parce que ça demande la technologie. Et nous savons que ça coûte très cher. Plus est, le Burkina n'a pas l'uranium, qui est la matière première essentielle. Nous pensons qu'il y a une sorte de démagogie dans cette approche de la junte actuelle. Nous avons suivi les échanges B2B du président de la transition, Ibrahim Traoré, lors du sommet russo-afrique. Il a clairement fait la demande d'installation de cette centrale nucléaire au Burkina. Dans la réponse immédiate de Poutine, Poutine n'a pas donné une suite. Poutine a dégrainé les actions d'accompagnement que la Russie pense apporter ou exécuter au niveau du Burkina. Qu'est-ce qui fait que 3 mois après ce sommet, un mémorandum d'entente est signé, pas seulement avec le Burkina, mais aussi avec le Mali. Les 2 pays qui en réalité ne sont pas encore reconnus comme étant des pays qui regorgent un potentiel d'uranium. Ça veut dire qu'au-delà de la technologie, des ressources humaines, de tout le reste, il va falloir composer avec un autre pays qui est peut-être le Niger, qui a de l'uranium. Et n'oublions pas que la collaboration entre la Russie et l'Afrique ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la guerre froide, nous avons des pays qui étaient d'obédience russe, en tout cas communiste ou socialiste. Mais malgré ce rapprochement, c'est seulement l'Afrique du Sud qui a des centrales, qui a une centrale, pas des centrales nucléaires civiles. Et nous savons le temps que ça a mis pour avoir cette centrale, et nous savons les besoins en termes de gestion et de sécurisation. Parce que les déchets nucléaires sont dangereux pour des milliers d'années pour les populations. Et le risque, par exemple, d'évacuation de l'eau de refroidissement, si on prend ça seul, parce qu'une centrale doit être toujours installée au bord d'un fleuve important ou de la mer. Parce qu'il faut absolument un rejet de l'eau de refroidissement. Parce qu'on dit 1 gramme d'uranium produit plus d'énergie qu'une tonne de pétrole. Donc on peut imaginer 1 gramme contre 1 tonne de pétrole. Et nous savons comment le pétrole brûle, au moins on touche à l'essence. Et donc il faut un refroidissement. Mais le Burkina a quel fleuve important qui pourrait assurer le refroidissement sans risque de polluer le sol, l'environnement, et donc de mettre durablement en danger la population burkinabé. Par contre, l'énergie renouvelable, le Burkina que je connais si bien, où le territoire est ensoleillé au moins 9-10 mois sur l'année, mais il faut de l'énergie solaire qui serait facile à gérer, dont le risque est limité. Il n'y a pas risque zéro. Comme vous l'avez dit, je suis d'accord. Il y a des forces et faiblesses pour tout investissement. Mais en avantage comparatif, je pense que l'énergie solaire présente plus d'avantages que l'énergie nucléaire. Et donc, sur ce plan, je pense qu'il faut dire effectivement cette double vérité à l'opinion publique pour qu'à terme, 3 ans, 5 ans, 10 ans après, lorsque la seconde guerre froide à laquelle nous assistons actuellement serait amenuisée, qu'on fasse le bilan et qu'on ne se dise pas que des observateurs avertis, à un moment donné, n'ont pas dit la vérité. D'autant plus qu'on est au niveau du Burkina, on a le ministre de l'énergie qui était à Moscou, qui a signé ce mémorandum, mais il n'y a pas eu de débat au Parlement sur la question. C'est quand même une question très importante qui a des implications aussi bien technologiques, financières, en termes d'entretien et tout, qui doit être débattue au Parlement. Nos parlements, de toutes les façons, sont des studios d'enrichissement.
Quel débat on a dans nos parlements aujourd'hui? Qui peut encore, dans nos parlements, discuter véritablement de ces choses, puisqu'ils n'en maîtrisent pas? Ils ne vont même pas aller chercher des experts à la matière. Je vous ai dit, moi, depuis un moment, je m'intéressais à la chose. L'Afrique du Sud en a. Combien de fois l'Afrique du Sud a eu un accident de réacteur nucléaire? Il y a d'autres pays, comme l'Égypte et la Tunisie également, qui sont intéressés. Donc, ils sont dans les phases avec... comment l'appelle-t-on, l'AIEA pour l'installation des centrales nucléaires. De toutes les façons, de toute évidence, on en arrivera. Quand nous prenons même l'Ukraine qui est là-bas, l'Ukraine est là-bas, même en pleine guerre, mais l'Ukraine continue d'utiliser les centrales nucléaires. Vrai ou faux? Donc, il y a le danger, il y a le risque, mais si les gens ne veulent pas que vous ayez une indépendance énergétique, et tout le monde sait ce que l'énergie peut apporter. Vous avez vu par exemple le cas de la Guinée. Lorsqu'il était agi quand Mamadou Doumbia et son équipe avaient exigé à ce que des usines soient installées. C'est-à-dire que dans les accords d'extraction des minerais, il était prescrit dans des conventions qu'il devrait avoir des usines de transformation des minerais. D'accord, qui devait. C'est-à-dire que c'est la valeur ajoutée au pays. Mais quand Assimi Goïta, et Mamadou Doumbia et son équipe ont insisté à ce que cela se fasse, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, qu'il faut de l'énergie, que la Guinée n'a pas suffisamment d'énergie pour pouvoir faire cette transformation. Alors que c'était inscrit dans les conventions d'exploitation. Vous avez vu la triche que les gens nous ont fait subir dans notre pays pendant des années. Donc, si aujourd'hui les gens voient que effectivement il y a l'éveil en Afrique qui a commencé par prendre, que les gens ont accepté que nous aussi on puisse affronter le danger, tout comme le Japon ou l'ont suivi, je crois que c'est de bonnes guerres. Il faut y aller. Vous parlez quand même de pays qui ont la maîtrise de la technologie. Mais comment on peut avoir la maîtrise de tout ce que nous envoyons pour aller se faire former? Mais réorientons leur formation. On n'a pas que des armes à savoir tirer. Oui, mais si c'est maintenant qu'on va commencer par former des experts en énergie nucléaire, il faut compter plusieurs années pour qu'on ait cette expertise-là. Oui, ce qu'ils disent, ce n'est pas en 2 jours. Sur place. Oui, c'est pas en 2 jours. Où est-ce qu'on l'installe? Comment on traite les eaux usées? On l'évacue comment? Est-ce que nos sols, il n'y a pas de risque pour nos sols? On est dans des pays qui ont déjà de la peine à se nourrir, polluer encore davantage le sol avec une énergie dont on n'a pas totalement la maîtrise. Est-ce que vous savez ce que fait comme pollution l'extraction de l'uranium au Niger depuis des années? Oui. Même, oui, ces sociétés étrangères qui exploitent, ils laissent à ciel ouvert des choses, des déchets. Même quand vous prenez les extractions d'or partout, on utilise le cyanure. En RDC, on en déverse tout le temps dans l'eau. Le cyanure est très dangereux également. Donc, il y a le risque partout. Si les gens ne veulent pas que l'Afrique ait son énergie, une énergie peut-être moins chère, mais risquée, mais qui va permettre à ce que nous aussi, on puisse se développer, parce que sans l'énergie à une certaine dose, si c'est nos centrales, les Kekeli, les trucs, ça ne vaut rien. Si c'est l'énergie à haute dose, on peut aller à la transformation de nos minéraux qui en ont besoin. Donc, moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Il faut toujours risquer. Et on a des capacités. Si, aujourd'hui, il a dit, bien sûr que le Burkina n'a pas les minéraux. Le Burkina a signé une convention avec le Mali. Mais ils sont déjà dans une entente avec le Niger. Vrai ou faux? Ben justement, tous vont réfléchir où peut-être qu'on peut solliciter un jour le Togo pour que sa place, non, pour que sa plage abrite ce dispositif qui va tous nous soulager. Sinon, je vous ai dit, ce ne sont pas les panneaux solaires là, avec des accumulateurs. Je dis, on n'a pas encore réfléchi. Qu'est-ce que nous allons faire des déchets de ces panneaux solaires, ces batteries qu'on importe à des coûts de millions qui à peine font peut-être 1-2 ans? On ne sait pas. C'est aussi des déchets toxiques qu'il faut gérer.
Donc, il y a le risque en tout. Mais on a besoin vraiment des décisions stratégiques qui puissent nous permettre d'avoir ce qu'il faut pour d'abord l'industrie et aussi les foyers. Alors, on a aussi, c'est ce que moi j'observe, ce sont quand même des questions qui intéressent, j'ai envie de dire, le vécu des populations, leur vie directement, mais une société civile burkinabé, par exemple, qui est très muette sur ce genre de questions. Non, oui, je pense que nous sommes dans une configuration où les voix dissidentes ne sont nécessairement pas portées sur la place publique. Je pense que cette question fait réflexion au niveau de la société civile burkinabé. Mais aujourd'hui, ceux qui sont anti-français, je ne dirais pas panafricanistes ou anti-occidental, parce qu'ils disent qu'ils sont anti-français, mais immédiatement pro-russes. Donc pour moi, je ne trouve quand même pas la différence entre les deux, si on veut être sincère. Et donc, ce que nous trouvons, c'est que la Russie voudrait développer ce qu'on appelle soft power, c'est-à-dire qu'avoir des alliés, avoir des soutiens, surtout du grand nombre de pays africains, pour déployer son influence. Son influence qui est en berne, surtout avec l'agression de l'Ukraine. Et donc, nous devons être vigilants pour ne pas faire en sorte que l'Afrique serve de monnaie d'échange entre la Russie, entre la guerre qui oppose la Russie et le monde occidental. Pour moi, il est légitime de penser à une énergie pour toute la population, c'est légitime, mais il ne faut pas qu'on se verse dans la démagogie. Le Burkina n'est pas encore prêt. Et s'il faut signer un mémorandum pour avoir du nucléaire civil, il faudrait que ce soit à l'issue d'un débat bien mûri, avec des conditions de faisabilité bien démontrées. Ce ne sont pas ces communications à la va-vite qui ne démontrent pas la faisabilité donc, de tel investissement et son avantage dans le temps. Et donc, je reste sceptique par rapport à l'avenir serein de cet investissement dans le nucléaire civil, même si mon souhait, c'est que l'Afrique est pleine énergie et il faut utiliser l'énergie ou les énergies renouvelables. Nous avons suffisamment de fleuves sur lesquels nous pouvons avoir des barrages et vous l'avez dit tout à l'heure, on a les plus grands fleuves en Afrique. Il faut avoir des barrages. Le grand barrage de Renaissance au niveau de l'Éthiopie fait la fierté. Voilà. Et donc, il faut aller aux énergies renouvelables qui peuvent constituer une réelle alternative pour un avenir prospère pour nos pays en Afrique. Oui. Oui, comme je le dis, le nucléaire, l'Afrique va en avoir un jour. Ça, il faut parce que quand nous prenons le dérèglement climatique et tout, vous avez parlé, par exemple, des rivières au niveau de l'Éthiopie et autres. Vous savez tout ce que ça crée comme problème en amont et en aval. Quand quelqu'un veut construire un barrage sur un pays décide de construire un barrage sur le fleuve, voilà ce que ça donne ici. Donc, on a passé des années, des centaines d'années, sinon plus de 60 ans d'indépendance, à ne rien faire. Donc, l'énergie hydraulique qu'on devait avoir, on l'a, mais c'est à compte-gouttes, ça ne permet pas chose. Est-ce que vous l'unification, pensez, je ne vous interromps pas, africaine. Est-ce que vous pensez que l'opinion publique nigérienne, par exemple, pourrait admettre qu'une centrale électronucléaire soit installée au Burkina et que cette centrale soit alimentée par l'uranium du Niger sans que le bénéfice premier ne soit au peuple nigérien? Ça partira des conventions. Si aujourd'hui, si c'était le cas, si c'était le cas, est-ce qu'aujourd'hui, le Niger resterait dans l'obscurité? Mais vous voyez, c'est le Nigeria qui lui vend l'électricité. Ce n'est pas donné même. C'est en vente. Et le Niger paye, même s'il y a des arriérés. Mais ils ont décidé de couper. Mais vous imaginez que la centrale soit installée au Niger ou
ailleurs, mais nourrie par, disons, l'uranium du Niger, qui va se permettre de couper? Vous coupez, il ne vous fournit pas la matière. Je ne sais pas si on se comprend. De toutes les façons, comme je l'ai dit, on va arriver là un jour. Si ce n'est pas de notre vivant, ceux qui vont nous précéder vont le voir. Parce que je parle de dérèglement climatique avec tout ce que nous constatons. Et il est temps, c'est un déclic, c'est disons une alerte que le Burkina vient de donner. Prenons conscience. Comme vous l'avez dit, il y a déjà le Nigeria, il y a déjà l'Afrique du Sud qui l'a, et je dis qu'il y a d'autres pays comme le Niger et la Tunisie, l'Égypte, qui sont en train d'envisager, sont dans des phases avec la IEA pour l'avoir. Donc, est-il que c'est l'énergie du futur? Les gens qui se désengagent, c'est le charbon et autres, mais ils ont pollué le monde. C'est à cause de que nous sommes dans ce problème de dérèglement climatique. Ah oui, ils ont pollué, mais ils ne veulent pas que nous polluions. Parce que, qui dit pollution dit, disons, essor, disons, voilà, inéluctablement. La Chine a pollué pour être chose. Quand vous allez en Chine, le ciel, c'est toujours nuageux. Mais c'est quoi? C'est la pollution. Ah ben, qu'est-ce que vous voulez? On doit en arriver. Un jour, on trouvera les moyens pour purifier l'air, oui. Ça va arriver. Non, mais non, écoutez, je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec donc, vous. Vous savez, il y a un dialecte. On peut, sous peut-être Ibrahim Traoré, on peut ne pas avoir l'énergie nucléaire. Ce n'est pas un crime. Mais à l'avenir, les Africains doivent penser que désormais, on doit envoyer les gens dans les pays, disons, déjà africains, qui ont la technologie, et aussi vers l'extérieur, pour que les gens n'aillent plus étudier l'agriculture sur la glace, sur la neige, et qu'ils n'aillent pas faire l'entraînement de guerre sur la neige, alors qu'ils vont venir dans le désert. Donc on envoie des gens plutôt aller vers ces technologies de pointe qui vont permettre demain, n'est-ce pas, que nous aussi nous soyons autosuffisants. Parce que la population, nos populations, ça croît. On ne peut plus continuer à vivre sur la nature. On va être dépassé. Donc, c'est une belle initiative. On n'a pas besoin forcément de voir une centrale nucléaire poussée sous une transition. Mais à l'horizon, d'accord, il faudrait que l'Africain pense qu'on ne doit plus continuer de vivre à l'état de nature. C'est moi ma conception de la chose. Pour vous, ce n'est pas possible d'exploiter les autres sources d'énergie propre? Mais on les utilisait depuis. Enfin, à grande échelle, au Burkina Faso, vous n'avez pas de centrale solaire, par exemple. Oui, je vous dis les problèmes de centrale solaire. Au Togo, on n'a pas encore mesuré l'impact. Demandez les Sénégalais qui en ont une forte expérience avant nous. On a des experts dans nos pays qui ont étudié. C'est pas simple. Vous avez vu notre énergie hydroélectrique à Kosombo, ici. Mais tantôt, quand la rivière ou le fleuve est bas, qu'est-ce qu'on a? On a des problèmes. Mais à Kosombo, c'est le même problème. Nous avons deux. On a ajouté un contour global au Togo qui fait de la misère au pays parce qu'on s'endette. On a construit une centrale Kekeli qui, jusqu'à ce jour, personne ne peut nous dire. Parce qu'à l'époque, nous, on s'est renseigné, on nous a dit que c'est moins coûteux que ce qui est en face, d'accord? Et je dis que nous avons des panneaux solaires à Brita, et je ne sais pas, peut-être c'est la journée que ça donne l'électricité, non, je parce sais que là, pas. ce qu'ils font là-bas, c'est qu'ils prennent l'électricité, qu'ils envoient au niveau de la société qui distribue. Ah oui, est-ce que vous voyez? Donc, il faut qu'on mesure tout ça, mais c'est des vieilles technologies qu'on utilisait, on ne s'en sort pas. S'il y a du nouveau, pourquoi ne pas y aller? Et mettre les moyens qu'il faut, former les têtes, c'est pas ça qui manque en Afrique. Je veux me rappeler quand même qu'au niveau du solaire, il y a des technologies aujourd'hui, il y a l'hybridation, c'est-à-dire un système qu'on installe. En journée, ce n'est plus les batteries qui vous donnent l'énergie, mais c'est les panneaux directement. Et à la nuit, ça bascule directement sur les panneaux. Alors, de toute façon... sur les batteries. Sur les batteries, pardon. Je voudrais intervenir là-dessus pour qu'on puisse, puisque c'est un débat qui intéresse les Africains. Vous savez, tout ce qui rendrait l'Afrique indépendante sur un certain nombre de plans
pour son développement est quelque chose qui intéresse la jeunesse. Et ce qu'il faut constater, c'est que, il faut remarquer, c'est que la technologie de l'énergie nucléaire ne date pas d'aujourd'hui. Ça datait du début du siècle dernier. Et ça fait au moins plus d'un demi-siècle d'expérimentation. Et donc, la question que nous nous posons, c'est de savoir pourquoi nos pays africains, nous n'avons pas mis en avant le développement de cette technologie dans nos cursus de formation et dans nos politiques publiques. C'est pour ça que je voudrais qu'on évite la confusion avec la deuxième phase de la guerre froide à laquelle nous assistons. Je suis d'accord qu'il faut une autonomie énergétique, mais pour ce faire, il va falloir qu'on prenne conscience d'une chose. Nous devons équiper nos universités et nos centres de recherche et de formation à pouvoir s'attaquer à toutes ces questions d'énergie. Parce que les énergies renouvelables sont plus récentes. En dehors des barrages hydroélectriques, le solaire et autres sont beaucoup plus récents. Or, c'est l'Afrique qui était considérée comme le berceau et le hub de l'ensoleillement sur la planète. Et donc, c'est important que nous puissions poser les vraies questions et situer nos responsabilités. Si nous situons nos responsabilités, on peut prendre des mesures qui auront des impacts durables. On va marquer la pause, si vous permettez, le temps du journal, et on sera de retour juste après.